l'épanouissement et l'autonomie. Je suis entourée de ces personnes que je vais laisser se présenter. Du coup, je m'appelle Eugène Marbouk, je suis psychologue et je travaille au niveau du CHU sur le pôle EHPAD UFLB, donc sur la résidence Fulton pour ceux qui connaissent, et en accueil de jour également pour des personnes qui ont des troubles cognitifs et qui vivent encore à domicile, bien aujourd'hui. Non, je suis Pascal Rogel, retraité. Et là, parce que tu as quand même une particularité. Je fais pas mal de sport pour m'entretenir. Et parce que j'aime ça. Bonjour, je suis Liliane Rogel, moi. Je suis retraitée aussi et on vient parler de nos occupations de retraite. Et oui, mais tu es retraitée de quoi? Retraitée professionnellement. Oui, mais tu faisais quoi avant? Ah, Oui, j'étais oui, j'étais auxiliaire de vie à domicile chez les personnes âgées pendant 32 ans. Et moi, je suis votre fille. Et je suis aussi doctorante au CBZ et donc je vais me charger d'animer cette table ronde. Donc, pour commencer, pour vous, qu'est-ce que la santé mentale? Comment vous la définissez? Du bien-être, Ouais. plaisir à vivre notre retraite dans nos diverses activités, que ce soit familial, sportive, relationnel, tout ce qui fait partie de nos journées pendant nos questions. Donc, la notion de plaisir, Oui, oui. qui est au cœur de la santé mentale. C'est le bien-être. Avec aussi des agréments qui vont avec le vieillissement. Pour accepter de vieillir et de perdre certaines qualités, certaines fonctionnalités, mais l'esprit est moins bien, physiquement on est moins bien. Voilà, c'est vrai qu'il faut accepter de subir quand on vieillit. Ok. C'est pas que du bonheur, en fait, Oui, d'accord. C'est la aussi. santé mentale. Même les problèmes font partie de la santé mentale. Dans le mauvais sens, mais ça en fait partie. Ok, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je n'ai pas de définition clé en main non plus, mais je pense que la santé mentale, c'est un ensemble de processus, je dirais, qui vise à tendre vers un équilibre qui est proche de la changement, même dans le développement, dans n'importe quel type de tranche d'âge. Et je pense que c'est en mouvement tout le temps et on peut être en bonne santé mentale ou en moins bonne santé mentale à différents stades de notre vie. Je dirais que c'est un processus de développement mental. Et c'est quelque chose de dynamique qui n'est pas figé. Voilà. Même si j'ai dans Les vieillissements ne commencent pas à 50 ans, 60 ans ou 70 ans. Ils commencent. On le ressent moins quand on est jeune. Après, c'est vrai que le terme de personne âgée, va fixer arbitrairement, il me semble, à 65 ans. 60 ans, soit parfois, 60. C'est quelque chose de mais oui, c'est arbitraire et par rapport à quoi ça se fixe, on voit quand même que c'est quelque chose qui est une étiquette sociale, mais derrière laquelle il n'y a pas forcément une vérité qui s'applique à chacun ou quelque chose de vraiment universel. D'après vous, quels sont les grands défis qui sont liés à la santé mentale et que les personnes vieillissantes rencontrent? Déjà, intellectuellement, il y a certaines pertes, des confusions, parfois un peu des incompréhensions qui arrivent, un peu des difficultés à comprendre toutes les choses auxquelles on peut être confronté. Hein. Et puis, aussi la perte physique. Oui. Et puis aussi penser à certaines questions que l'on se pose, qu'on ne se pose pas exactement quand on est en activité, mais qui commencent un petit peu on commence à penser un petit peu, c'est à la mort, à la famille, Ouais. et
question qu'on n'a pas trop envie d'aborder personnellement, mais aussi que vous arriverez un jour, on peut vraiment partie de la vie, donc se pose des questions. Même si on n'a pas envie de s'en poser trop pour pas s'inquiéter, quoi. Mais on sait que ça arrivera un jour. Et en étant en retraite, on voit la vie passer tellement plus vite. Mhm. Et on se dit que ça se rapproche relativement vite. Vous voyez ça passer plus rapidement que quand vous étiez en activité. Oui, mais ça se passe différemment, nous. C'est vrai qu'on a des journées bien occupées l'un et l'autre. On passe pratiquement une journée ensemble, mais dans des activités. On partage pas mal de choses et les journées passent très vite. Différentes, mais ça passe très, très vite. Donc, si je résume ce que tu as dit, il y a donc la notion de changement à la fois cognitif et physique, avec lesquels il faut s'adapter. Il y a un changement en termes de perception du temps qui passe et aussi bah, la grande question par rapport à la mort. Bah, Et, ben oui, qui nous sort de temps en temps, quoi. Ok. On n'y pense pas tous les jours. On n'y pense pas tous les jours, donc on évite d'y penser, mais ouais, pour des fois parler ou avoir des personnes, même de nos âges, qui malheureusement partent, qui sont atteints de maladies graves, de penser. Moi, parce que ce sont des personnes que l'on connaît, qui ont à peu près nos âges. Et donc, ça met des identifications. Moi, j'ai partagé pas mal de temps auprès de personnes âgées que j'ai vues jusqu'en fin de vie, alors mon accompagnement de fin de vie. Et quand on travaille, ça fait partie du travail, on n'y pense pas parce qu'on est on est dans le flux du travail, ça fait partie de notre travail. Et on essaie de pas s'imaginer qu'un jour ce sera pour nous, peut-être qu'on vivra les mêmes choses que des personnes que l'on a accompagnées. Donc, mais enfin, étant prête, j'essaie d'évacuer tout ça de façon à ne pas avoir d'angoisse sur le futur, quoi. Vivre une retraite la plus paisible possible. Pascal, est-ce que toi, tu vois d'autres choses, notamment par exemple par rapport au sport? Ouais. Ah, je pense que le sport, ça aide à rester en bonne santé. Et quand on est en bonne santé, je pense que la santé mentale, on est bénéficiaire aussi. Et par rapport aux défis, du coup, Ah oui, bah, il faut revoir ses ambitions à la baisse, hein. Mais continuer à en faire parce que moi, je me dis, bon, j'ai quand même encore la chance de pouvoir faire du sport tous les jours, alors que des personnes déjà certaines n'ont jamais pu ou n'ont jamais voulu. J'ai la chance d'être en bonne santé, donc je me sens un peu privilégié. Ça m'aide, ouais, ça m'aide à... Le problème, c'est que c'est un petit peu à double tranchant, parce que on croit parce qu'on est en bonne santé, on a encore les mêmes attitudes qu'il y a même ne serait-ce quelques années, mais non, des fois, on se retrouve confronté à la réalité, et ça, c'est un petit peu difficile. il faut accepter qu'il y ait. Ouais, faut accepter. Est-ce que tu vois d'autres grands défis? Non, mais ouais, je pense qu'il faut toujours quand même se fixer un petit objectif, plus raisonnable qu'avant, mais il faut toujours garder à l'esprit de vouloir faire quelque chose encore. Ouais, un an, de façon à avoir une motivation. Et pour toi, du coup, Céline, est-ce que d'après toi, quels sont les grands défis qui sont liés au vieillissement? Je pense que ça va revenir à ce que vous avez dit par rapport à l'adaptation. Je pense que le plus gros défi du fait de vieillir, c'est de réussir à s'adapter à ce nouveau corps, à ces nouvelles capacités, sur le plan cognitif aussi. Et souvent, d'ailleurs, ce qu'on peut observer, en tout cas dans la pratique en tant que psychologue, c'est qu'on a tendance à diagnostiquer les troubles dépressifs chez les personnes âgées, qui en réalité ne sont pas vraiment des troubles dépressifs, mais ce qu'on appelle des troubles d'adaptation, c'est-à-dire que c'est vraiment
des difficultés plus importantes pour ces personnes-là à s'adapter à leurs nouvelles limites, à leurs nouveaux objectifs, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui travaille tout au long de la vie, en fait, une capacité à s'adapter, mais qui n'est pas tout égaux. Parce que la santé mentale, elle est propre à chacun, mais pas tous égaux à faire preuve d'adaptation. Il y a certaines personnes qui vieillissent mieux parce qu'elles ont de meilleures capacités d'adaptation que d'autres personnes qui ont le même niveau de santé physique, le même entourage social, etc. Donc ça rejoint ce que vous dites, mais moi, c'est vraiment ça l'enjeu principal. Ok. Ouais, par rapport à la session d'avant, des personnes qui étaient valides, qui se retrouvent handicapées, arrivent, pour certaines, à continuer à faire du sport, à trouver une motivation. Alors pourquoi nous, qui sommes en bonne santé, on n'y arrivera pas, hein, ils n'auront pas les mêmes objectifs ni les mêmes performances, mais ça fait rien. Il faut continuer à bouger. Comme disait Océane aussi, on n'est pas tous égaux par rapport à ça et tout, on n'a pas les mêmes ressources, que ce soit psychique ou physique, pour surmonter de la même manière les défis. Donc, dans le cadre de la thématique vieillissement et autonomie, qu'est-ce qui vous vient en tête quand on parle de mouvement? Mouvement. Pour vous, ça fait référence à quoi? La gestuelle, Ouais. la façon de se déplacer, de se tenir, de bouger, de. Je sais pas, Se déplacer de façon autonome. Ouais. de garder, de préserver la façon dont ça se passait avant, depuis n'importe où, quoi. Par exemple, en ayant une activité, quand on travaillait physique très intense et s'arrêter une fois qu'on est en retraite en se disant bah, maintenant je vais passer le reste de ma vie dans mon canapé. Non, je trouve que c'est important, hein. Toujours continuer à bouger, toujours apprendre à tenir droit, nous voir comme on l'était, enfin, le mieux possible quand on était jeune. Ouais. Donc, il y a à la fois le mouvement physique qui peut être impacté aussi par une maladie qui arrive en mouvement comme la pause, aussi. Mais quand même continuer à essayer d'être en mouvement. Et quand on bouge, pardon, et quand on bouge, on se sent vivant. Ok. C'est pareil, Ouais. pas besoin. On a besoin de bouger. Ouais. Et, Très bien. et Pascal, toi, tu parlais de mouvement plutôt social, de quelque chose de social. Parce que quand on quitte le domaine actif, on voit moins de monde. Donc, il faut continuer à avoir un peu de personnes, avoir des liens sociaux. C'est vrai que ça manque un peu quand même. Ouais. Donc, dans un environnement riche et stimulant. Moi, je reviens aussi sur le mouvement social, comme vous dites, et puis aussi le mouvement peut-être au sens cognitif du terme, c'est-à-dire stimuler ses capacités cognitives. Alors, ça passe par le sport, en effet, ça passe par les liens sociaux, puis ça peut passer par des activités stimulantes pour travailler, parce qu'objectivement, le cerveau vieillit, comme le rêve. Et c'est vrai que peut-être d'entraîner le cerveau, entre guillemets, à faire certaines activités. Dans notre travail, souvent, les choses sont très ritualisées. On a des procédures, on a des choses comme ça. On perd un petit peu, entre guillemets, à la retraite. Et le fait de remettre en œuvre des procédures, même si c'est faire des mots croisés un peu régulièrement, des choses qui peuvent être peu prenantes dans le temps, mais qui instaurent quand même une certaine stimulation des capacités générales, je pense que c'est ça le mouvement. Entraîner la plasticité cérébrale. Oui, c'est bien parce que c'est ludique. Oui, bah oui, c'est clair. Comme les enfants. Il y a aussi des. Oui, c'est vrai. Oui, des choses qui nous plaisent et qui font du sens pour nous, c'est pas se mettre au mouvement pour se mettre au mouvement. Je pense que ça pas de plaisir, pas de perception d'intérêt. Du coup, ça sera presque inutile, entre guillemets, de s'y mettre. Il faut que ce soit quelque chose de sensé pour soi. Comprendre. Regarder ici pour un champion. Pas besoin, ça comprend pas.
Et on voit aussi certaines personnes qui, en vieillissant, adoptent un mode de vie très ritualisé, qui font un petit peu les mêmes choses, etc. Est-ce que du coup, ça a un impact sur le vieillissement, et notamment sur cette plasticité cérébrale, et du coup sur la santé mentale de manière plus générale? Il me semble que la ritualisation t'a permis beaucoup de faire face à l'anxiété dans un premier temps. Et le fait d'avoir des activités ritualisées, ça donne le sentiment d'avoir un contrôle aussi sur ce qui se passe, c'est très important d'avoir peut-être ce contrôle. On a tous dans nos vies de tous les jours. Donc, je pense que ça peut préserver d'une certaine façon de l'anxiété et en fait, oui, du stress, même de voir la journée vide potentiellement. Donc ça joue. Après, parfois, la ritualisation permet aussi de compenser des difficultés qui existent déjà, notamment sur le plan cognitif. Les personnes qui ont une altération de la sphère cognitive, le fait de ritualiser leur quotidien leur permet de faire face et d'anticiper leurs problèmes de mémoire, leurs problèmes intentionnels. Et du coup, on gagne aussi en santé au sens large, mentale et aussi physique. Il y a moins de perte de temps, par exemple. Peut-être, parce que j'ai pas scientifiquement validé tout de suite, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut observer, je pense, dans la pratique. Ok. Ouais, c'est vrai que quand on vieillit, on, on a des rituels, comme avant, quand on allait au travail à telle heure, on venait. Là, mais il faut essayer aussi de casser un peu cette routine-là de temps en temps pour pas justement tomber dans une routine excessive et puis faire toujours les mêmes choses au même moment. Ça serait- Un équilibre ouais, entre Ouais, ouais. trouver ce qui nous sécurise et en même temps Ouais. continuer à être stimulé. C'est vrai qu'on a besoin un petit peu de comme certains rituels, mais effectivement, il ne faut pas perdre trop de temps. On sait qu'on a ça à faire. On le fait. Oui, c'est qu'on prend le temps de le faire aussi. Ouais, on a plus de temps. On ne s'impose pas, si on a envie de se lever à 8 heures le matin et puis 9 heures le lendemain, on peut le faire. On sait qu'on n'a pas vraiment les choses qui nous imposent de changer d'heure ou autre. Et un peu, on prend le temps de vivre un peu plus. On pense un peu plus à soi, on est un peu plus égoïste sur notre façon de vivre. Par contre, moi, j'ai toujours un peu un sentiment de stress que j'avais déjà dans mon travail. Mais des fois, j'ai beaucoup plus de mal à gérer certains problèmes qui vont devenir plus rapidement pour moi un peu des angoisses. Un problème, je ne sais pas, familial qui survient. Avant, qu'on n'avait pas vraiment le temps d'y penser, on y pensait autant. Mais maintenant, ça a tendance un peu à devenir vraiment très important. Et on est un peu focalisé par ça et si ça nous stresse, on a du mal un peu à sortir. Moi, c'est peut-être mon tempérament, je ne sais pas. Mais oui, ça démarre. Quand c'est des choses qui nous touchent de près, ça devient un peu obsessionnel. Et tant que ça ne s'arrange pas, je trouve que c'est un peu un état de souffrance, un état de stress. Et je déteste vivre dans cet état-là. Donc, après, c'est pour ça qu'on fait du sport, qu'on sort aussi, qu'on essaie de parer à ce genre de problème. Moi, ça fait partie un peu de problème principal que j'ai le moins bien, que je vis le moins bien dans ma vieillesse. Avant, tu avais plein de stress un peu partout. Et oui, à chaque intervention, on avait un stress parce que chaque personne était différente et bon, c'était pas toujours un stress permanent parce que je pense que je serais déjà morte. Mais c'est quelque chose qu'on vivait différemment parce que c'était notre travail quotidien. Et rentrer le soir, après, c'était à la maison et c'est tout, le travail était fini. C'est des préoccupations du quotidien qui sont en train de... Oui, oui, des fois des petits riens qui font que parce qu'on n'a que ça sur lequel on se focalise, qui fait que ça prend une ampleur C'est un genre importante, quoi. C'est On n'a pas envie de ça, on a envie que ce soit paisible, que ce soit tranquille, continuer à s'épanouir comme on le faisait beaucoup plus jeune. Ah. Et du coup, on a quand même pas mal parlé de l'activité physique, cognitive, sociale. À votre avis, comment ça permet de contribuer à maintenir l'autonomie
et quels sont les bénéfices. On parle d'activités physiques, cognitives, sociales. Soit comment ça aide à maintenir l'autonomie et quels bénéfices ça peut apporter. Par exemple, qu'est-ce que ça t'apporte de faire du sport? Oui. Déjà, je pense de rester en bonne santé. Je pense de pouvoir rester autonome plus longtemps. Puis, quand je reviens de faire du sport, je suis bien, je suis détendu, on est fatigué. Et, puis, c'est pareil, le sommeil, une fois que pas trop de mal à s'endormir, on dort bien, on mange bien. Oui, je pense que ça aide à rester autonome plus longtemps. On fait beaucoup de choses à pied, hein. On prend la voiture pour aller chercher pain, pour aller faire des courses. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'aide. Bon, c'est bien. Moi, ça rejoint un peu Pascal, hein, parce que par contre, des fois, je vais courir aussi avec des amis qui font du sport, des amis à peu près de mon âge, je crois. Et ben, ça nous permet d'échanger aussi. Ouais, le lien social, c'est intéressant aussi. On profite de ce qu'on voit quand on va courir, on discute. Vous ne voyez pas grand-chose parce que vous discutez tous. Merci. Non, puis bah, on va faire du vélo aussi, donc quand on a l'occasion. Donc, c'est bien, mais c'est vrai que quand on rentre, on est vraiment, le stress, il n'est pas là, on est zen, on est un peu apaisé, peut-être parce qu'on est fatigué, mais je pense qu'on libère aussi des endorphines, donc ça, c'est bien, mais on se sent, moi je me sens vraiment apaisée quand je rentre, parce que quand je cours, ben, je ne pense à rien d'autre de ce que je fais. J'ai mon corps qui bouge, j'ai ma langue qui parle aussi, donc on est bien. Je vais la mettre en ordre. Ah ouais. À quoi je pense qu'il y a en effet, le fait de faire tout ce type d'activité, de se mettre en mouvement, ça permet, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, de remettre un peu de contrôle dans notre vie. On a tendance peut-être en vieillissant davantage et parfois de se sentir plus impuissant parce qu'en effet, il y a des réalités en fait qui s'imposent le fait qu'on vieillit, qu'à un moment donné, comme pour chacun, mais la mort arrive à un moment donné, que peut-être une perte de capacité va arriver. Et là, on se donne les moyens, on va dire, d'essayer de faire en sorte que ça se produise le plus tardivement possible et peut-être que c'est important. On a même l'impression que ça n'arrivera pas. Oui, bah oui, un sentiment d'inquiétude. On est encore relativement jeune, hein, j'ai 68 ans, 65. On n'est pas des vieillards. Oui, non, mais c'est sûr. Mais ça fait toi qui dis. Ouais, mais voilà, c'est aussi l'image qu'on a de soi aussi ça renvoie une bonne image. Ouais. Faire des choses qui font plaisir et qu'on est capable de faire, etc. C'est aussi, ça permet aussi de garder une bonne estime de soi et peut-être aussi de pallier au fait qu'il y a des choses qui sont supérieures. Enfin, on sait, c'est inhérent au vieillissement. Ça peut impacter l'estime de soi. Or, justement, maintenant, ces activités, c'est aussi un moyen de se rassurer, de se dire qu'on est capable et que c'est juste différent d'avant. Oui, c'est l'estime de soi qui vient là-dessus. Et oui, tous ces aspects-là qui entre les uns avec les autres et qui permettent de contribuer à l'équilibre de la santé physique, mentale et autres. Et du coup, à titre préventif, et je pense que c'est ça aussi, en fait, ces mouvements permettent de faire de la prévention par rapport à d'éventuelles problématiques qui peuvent survenir, aussi bien sur le plan de la santé physique et les réponses aux enflages qui peuvent arriver aussi sur le plan cognitif. Donc, tous ces aspects-là, limiter le sentiment d'impuissance, se sentir actif, se sentir dynamique, mais encore limiter aussi les affects dépressifs. Et
Du coup, pour vous, le vieillissement, il se manifeste comment dans votre quotidien? Sur quels aspects vous le ressentez? Moi, ce serait plus au niveau cognitif. Ok. J'ai un peu plus de mal à comprendre. Bon, j'ai pas mal passé, mais on va essayer des pas. Mais je me rends compte que là, je pense que j'ai beaucoup plus de mal qu'au niveau physique. On sent aussi une perte de force, pas force physique, hein, on a plus de mal à se plier, à faire certains mouvements, mais c'est surtout au niveau cognitif où il faut l'époque, on a fait plusieurs fois, choses un petit peu longues comme celle de Laurie, où ça passe un peu le tour avant de. Voilà, et on sent qu'à ce niveau-là, ça ralentit. Je sens. Ça calme beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup plus d'activité intellectuelle que moi, déjà. Il y en a toujours eu beaucoup plus. Euh, c'est surtout à ce niveau-là. Ouais, bon, j'ai beaucoup vécu, partagé le temps avec des personnes qui étaient atteintes d'Alzheimer, des maladies vieillesse, quoi. Où, quand je me dis ça va, j'en suis encore pas là. Mais c'est vrai que ça donne un peu des angoisses. J'aimerais trouver des activités justement qui me stimulent un peu plus. J'essaie, mais moi je suis plus physique que mentale, donc j'ai un peu plus de mal. Il faut me focaliser sur un livre où je vais tourner 30 pages. Au bout d'un moment, j'ai envie d'empiler. Si on me dit, bah, on va faire 3 kilomètres pour aller chercher quoi, ça ne m'ennuie pas. Sinon, on ne sent pas trop. C'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure, tous les jours, quand on côtoie quelqu'un qui maigrit beaucoup d'un seul coup. On ne se rend pas compte qu'il maigrit. C'est les personnes qui voient cette personne-là, qui disent, bah, elle a beaucoup maigri, alors que toi, tu t'en es pas rendu compte parce que bah, le vieillissement, c'est un peu pareil. Sauf qu'un jour, bah, il y a certains, ouais, pas certaines étapes, mais certaines choses, certaines circonstances dans la vie qui disent, bah oui, c'est vrai que j'ai répété 3 ou 4 fois la même chose pour que je comprenne, ou ah, bah, tiens, là, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait une priorité à droite en conduisant, ou même physiquement. Bah, tiens, avant, je mettais une demi-heure pour faire ça, maintenant, bah, je mets 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Voilà, c'est à certains moments, certaines étapes de notre vie qu'on se rend compte. Mais sinon, ouais, on s'en rend pas compte tous les jours, puis on n'y pense pas, c'est comme nous, on n'y pense pas non plus tous les jours, hein. C'est Ouais, pas. le physique, on voit bien quand même que physiquement, par rapport à ce qu'on était avant, on se dégrade, quoi. Le matin, quand on se regarde dans la glace, Je crois que c'était pas là, quoi. par contre, des fois, on croise des personnes où on ne sait pas, on se dit, est-ce qu'ils ont notre âge? Est-ce qu'ils se disent, oh, bah, tiens, lui, il est sûrement plus vieux que moi, ou au contraire, hein, on ne sait pas, alors qu'on a peut-être le même âge. On a un peu plus de mal à se situer par rapport On aux a du autres. mal à se situer parce qu'on voit des personnes qu'on pense plus vieilles et finalement qui sont plus jeunes que nous, ou vice-versa, hein, mais on se rend bien compte que le matin, on peut soit avec, le corps échappe complètement. Et comme disait Pascal, enfin, les rides, ça apparaît pas comme ça du jour au lendemain. Ah, Ou oui, des choses d'accord, comme ça, mais- c'est des changements différents. Il y a peut-être des petits moments où c'est des prises de conscience. Voilà. Il y a des petits moments comme ça. Bon, voilà. Pour ça, du coup, c'est le vieillissement, comment ça se manifeste dans ton quotidien? Tout personnel, oui. Peut-être par rapport aux personnes que j'ai accompagnées, du coup, qui sont alors c'est un petit peu différent dans le sens où ce sont des personnes qui sont en institution gériatrique, donc il y a aussi ça qui change le lieu de vie, qui est un énorme bouleversement et qui peut-être va accentuer certaines émotions, la prise de conscience de la mort, ce genre de choses. Mais globalement, c'est toutes les sphères qu'on a évoquées. Au niveau attentionnel, il y a pas mal de choses qui se manifestent. Et l'épuisement. En fait, moi, c'est la fatigue surtout qui revient souvent dans le discours des personnes qui me disent j'adore mes enfants, j'adore mes petits-enfants.
quand ils viennent, disent que je suis fatiguée. Une demi-heure après, elle peut et en même temps, dans son demandeur, puis elle a fait tellement plaisir de voir tout ce monde-là. Mais là où avant, dans les dîners de famille, il y avait 20 personnes, 30 personnes, on y passait 5 heures. Maintenant, une demi-heure avec 3 enfants qui courent dans la chambre et le fils ou la fille avec, c'est compliqué à gérer cognitivement. On sent vraiment, ça peut même générer des sensations d'oppression, la tête qui tourne, le stress. Enfin, donc ça revient quand même assez fréquemment chez les personnes. Et de plus en plus, avec le vieillissement accentué, pour une personne qui a 1 an, elle est dans ça. Et en même temps, elle est dans le plaisir de recevoir les proches. Et puis, il y a aussi cette difficulté à se mouvoir qui, souvent, est le plus gros facteur de prise de conscience du vieillissement chez les personnes, d'avoir besoin d'aide, d'avoir besoin d'aide d'autres, de professionnels, par exemple, pour la perte d'autonomie, la perte d'indépendance, en tout cas, physique, c'est assez central. D'accord. Et toi, justement, en tant qu'auxiliaire de vie, est-ce que toi, tu voyais certaines personnes qui avaient du mal à accepter l'aide ou Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Quand c'est des personnes pas complètement dégradées, je veux dire, mais pas vraiment, mais personnes justement qui commencent à avoir du mal, par exemple, à s'habiller, parce qu'elles peuvent vraiment à se lever d'un fauteuil où elles sont assises, ou même ne serait-ce que s'organiser pour pouvoir faire leurs courses, leur ménage ou même leur toilette. Effectivement, je vois beaucoup de personnes qui commencent justement à entrer, je pense, en dépression dans cette période-là, avant d'être malgré tout obligé de l'accepter, mais c'est une période très mauvaise à vivre pour les personnes quand ça commence. À partir du moment où elles ont besoin d'une aide, il y a c'est pas une fierté, mais je me suis dit, ça y est, ça commence, mais on va le finir. Ça peut même générer de la prise de risque en conscience, évidemment, mais des personnes qui auraient besoin, même des fois, il y a des aides techniques, un déambulateur, une canne, c'est compliqué à accepter. On a des personnes qui se retrouvent à chuter, par exemple, parce qu'elles ne désirent pas déambuler à l'anxiété. Et jusqu'à des prises de conscience qui se font des fois dans des situations un peu dramatiques, il y a une chute, il y a une fracture, il y a quelque chose. Même quand on parle par exemple, quand on arrive au stade où il faut on peut avoir un lit médicalisé pour les personnes, c'est fini, c'est la fin de leur vie, on chamboule leur chambre, c'est un lit d'hôpital, ces personnes-là, pour elles, c'est terminé. Souvent, il y a un glissement derrière. Soit elles sont obligées de passer dans des EHPAD, soit ils se disent, je suis dans ma vie là, je suis dans mon lit. Et à ce stade-là, et ça se comprend aussi, si on se met à la place, ça va. oui, oui, il y a des personnes qui arrivent à se dire, ben, peut-être que je vais mourir, j'espère bientôt mourir, ou pourquoi je suis pas morte. Ça, c'est les envies, une lassitude, en fait. Le désir de fin de vie, qui servent plus à rien. Et comment on peut réagir? Il faut blinder un peu, il faut de l'empathie. L'empathie, voilà, c'est important pour ces personnes. Mais il faut blinder un petit peu aussi, parce que sinon, et puis essayer de leur apporter un maximum de plaisir quand ils nous voient, essayer de leur faire un petit peu oublier leur maladie et tous les problèmes qu'ils peuvent ressentir. Il ne faut pas arriver en étant complètement déprimé et puis leur fiche le bourdon. Et ça aussi, il faut face à des personnes qui veulent être fortes. Sam, toi, dans les équipes qui t'entourent, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place justement pour essayer de faciliter l'acceptation de l'aide? On a la chance d'avoir des équipes qui sont assez riches, avec des ergothérapeutes, avec des éducateurs sportifs, avec des éditions par alors, qui fait qu'en passant le relais parfois à d'autres personnes, ça peut aider. Après, c'est aussi
aider les équipes à peut-être accueillir ce que la personne exprime, c'est pas toujours simple. Certaines d'entre elles c'est difficile en fait à entendre. En plus, ce genre de discours qui demande d'emmener un petit peu les envies de mourir, ce genre de choses. Mais par exemple, leur apprendre à reconnaître l'émotion de la personne en disant je comprends que vous soyez, je vois que vous êtes triste, je vois que vous n'allez pas bien, plutôt que de dire oh, mais il ne faut pas dire ça. Ah oui. Alors, parce que c'est difficile à entendre. Les laisser parler. Les laisser parler, c'est aussi. Donc, je pense que c'est à la fois le travail d'équipe, l'accompagnement psychologique éventuellement, et la communication de l'équipe. Et bah, du coup, comment votre perception du vieillissement et de l'autonomie a pu évoluer au fil des ans? Et est-ce que vous avez remarqué des changements dans votre façon de penser ou de vous préparer au vieillissement? Les jeunes, on pense pas qu'on va vieillir. Enfin, on sait qu'on va vieillir, mais on connaît pas. Vous ne savez pas ce que ça fait. On ne sait pas ce que ça fait vraiment. On pense toujours, bah non, moi je fais pas comme ça. Après aussi, c'est des choses qui m'arrivent. Et est-ce que dans Ouais. ta... C'est inévitable. Ouais. Est-ce que toi, dans ta manière de considérer le vieillissement, de vivre le vieillissement, il y a eu des étapes un peu clés, est-ce que des évolutions récentes? De toute façon, on ne sait pas à quoi on va s'attendre. Mhm. On ne peut pas anticiper. Quand on est dedans, il faut l'accepter, il faut essayer de le vivre le mieux possible. C'est vrai que des fois, j'entends il y en a qui disent c'est pas beau de vieillir. Ben, si, c'est beau de vieillir parce qu'il y a des gens qui meurent à 40 ans ou qui sont dans des fauteuils roulants qui ne sont pas autonomes. Donc, quand on a la chance de vieillir en bonne santé relative, c'est bien. C'est moins bien que peut-être avant, mais c'est toujours bien. Moi, tant que je pourrais faire du sport, puis avoir une activité et être autonome, je serais heureux de vivre. Hein. Après, je ne peux pas dire comment j'accepterais peut-être le fait de perdre de l'autonomie si ça m'arrive. Ça, on ne peut pas savoir, on ne peut pas anticiper ça. Je garde bien de nous. Après, mais depuis quelques années, là, je sens bien que au niveau sportif, je fais plus les mêmes choses qu'avant et je sais que je pourrais plus les faire. Ça m'embête vraiment. J'ai un petit peu de mal à l'accepter, mais c'est comme ça. Je faisais des 100 km, des courses en montagne, 300 fois par semaine, je faisais du vélo, et maintenant, je sais que 50 km, ce sera plus difficile de les faire. Ils vont le chiffre et moins vite. Moi, j'ai envie de continuer un petit peu chaque moment, chaque chose que je fais, d'essayer de profiter un peu de ce que je fais pour le moment. Je suis pour progresser avec le plus. C'est de voir de garder un côté positif au maximum et puis de profiter de tout ce dont je peux profiter dans mes journées, quoi. Et est-ce que, justement, ton rapport au vieillissement, entre quand toi tu travaillais, que tu étais confronté aux personnes vieillissantes et que maintenant tu es retraité, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou... Disons que quand j'étais sur le vif dans mon travail, j'avais pas trop le temps de penser, j'avais pas vraiment le temps de penser, de me dire, peut-être comme ça aussi, j'en avais pas vraiment envie. Mais des questions, c'est vrai. Hein. Mais j'ai envie de profiter de ce que je fais pour le moment. C'est vrai que toi, tu étais confronté aussi à des personnes qui n'étaient plus trop autonomes. Quand tu vois ça la journée, Oui. C'est déjà
un filtre. Oui, filtre, mais avec lequel tu vois, j'ai essayé maintenant que je suis en retraite de me dire, tu ne travailles plus, tu sais ce que c'est, la mort, le handicap, la fin de vie. Maintenant, j'essaie de ne plus vivre même si j'y pense, c'est que ça arrivera, mais j'essaie de ne plus vivre dans ce contexte de façon, parce que maintenant, moi, il faut que je profite de ce que je me suis donné pour les autres. J'ai une vie aussi maintenant, ma vie, elle se passe aussi vite que celle des autres. Donc, j'essaie de profiter des moments que je vis réellement, au quotidien. En politique, bien sûr, dans la mesure où je peux faire. Est-ce que toi, ça, tu peux ajouter quelque chose? Bah, le fait, en effet, de travailler avec les personnes âgées, je pense, joue sur nos perceptions du vieillissement et de notre propre vieillissement. Alors, c'est mon premier poste depuis quelques années maintenant, travailler en EHPAD, c'était quelque chose que j'ai choisi parce que j'ai juste faire un enfant. Et je pense que du coup, j'ai peut-être plus de stéréotypes positifs sur le vieillissement ou de pensées positives et moins de pensées agistes, je pense qu'on va par rapport au vieillissement. Et voilà, c'est avec des petites lignes, mais je pense avoir une perception assez complète de ce à quoi ressemble le vieillissement. Mais le temps qu'on ne l'expérimente pas, de toute façon, on ne peut pas vraiment savoir comment nous-mêmes on fera face à ces étapes de nos vies. Je pense Et bah, justement, à votre avis, quels sont les stéréotypes associés aux personnes âgées? Ça commence à changer quand même un peu maintenant. Ouais. Je ne vais pas dire que les deux maintenant sont plus jeunes qu'avant, mais si. c'est vrai que déjà, on a une espérance de vie beaucoup plus longue qu'avant. Et puis, ouais, c'est vrai que maintenant, les gens ont des activités physiques ou cérébrales d'ailleurs. On vit dans une société aussi maintenant où quand même on s'ouvre un peu plus sur le troisième âge. On leur propose beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'activités pour eux continuer justement à profiter. Non, mais il y a quand même beaucoup d'associations où ils peuvent pratiquer un peu ou faire toutes les activités qui peuvent leur faire plaisir. Je sais pas, il y a une centaine d'années, pareil, enfin si, ça se comparait, mais c'était totalement différent. La personne retraitée dans la société, bon, déjà, c'était une personne qui était devenue utile, qui faisait plus grand-chose. Enfin, une centaine d'années, peut-être encore plus vieux, mais moi, dans ma tête, je vois toujours, même quand j'étais gamine, des personnes retraitées, assises au coin du feu, en train d'attendre que la mort arrive, quoi. Et je me faisais une image pas très jolie de la personne âgée. Alors que maintenant, ben oui, c'est des personnes qui vont au cinéma, qui sortent, qui voyagent, qui consomment comme les gens qui travaillent. Ça a beaucoup changé, même le regard de la société sur eux. Les conditions de vie changent aussi, la difficulté des métiers l'amène. J'ai d'autres problèmes, non? Ça a changé. Moi, je ne me sens pas stigmatisé parce que je suis. Au niveau des représentations Peut-être un peu des fois, ouais. Par contre, des fois, on a toujours l'impression de vivre un peu forcément avec notre temps. Quand on se promène, bon, on a le temps de regarder, de voir les choses, etc. On a tendance un peu à critiquer le comportement des gens qu'on voit dans la rue ou leur façon de faire les choses. Moi, je me dis, on ne les comprend pas. Alors qu'avant, même quand on travaillait, on ne faisait même pas attention, on ne remarquait pas. C'est peut-être parce qu'on est souvent dehors, on se promène beaucoup, on sort beaucoup, mais il y a des choses qu'on a du mal à comprendre, alors que c'est comme ça qu'on vit maintenant. Et puis voilà, on commence à se sentir un petit peu dépassé par les choses aussi. Dire, tiens, eux, c'est comme ça qu'ils font maintenant, ils ont 30 ans de moins, on a tout du mal à comprendre. Et puis, je pense
on avait dit, il me semble, quand on avait échangé ensemble, on a l'impression qu'il se décale, enfin, moi j'ai l'impression que ça se décale un peu les stéréotypes sur l'âge. Là où avant, peut-être, dès la soixantaine, il y avait beaucoup de stéréotypes qui étaient en place, décalent progressivement, puisqu'on ne vieillit plus, et que du coup, par exemple, pour en revenir à l'EHPAD, pour le coup, c'est très stigmatisé, stéréotypé, et c'est souvent à ces âges-là, en fait, chez les personnes plutôt 80, 90 ans, ils vont ressentir, comme dans les médias, quand ils utilisent l'expression en parlant d'un petit, bah, celui-ci est bon pour l'EHPAD. Oui, à l'EHPAD. Plus terre d'entendre ça parce que ça donne l'impression que ceci il est inutile. Oui, d'accord. Il est plus capable d'eux, donc ça veut dire que nous aussi. J'ai l'impression que ça décale en effet avec les chirurgies subjectivement. Là, comme je le disais, on vit peut-être mieux, plus mieux aussi. Donc, au final, il y a encore certaines images, certains stigmates qui demeurent, mais et du coup, quel outil, quelle stratégie vous recommanderiez pour appréhender au mieux le vieillissement? Pour nous, le vieillissement. Un petit peu de vie, hein, continuer à avoir des liens sociaux, continuer à bouger, même à s'instruire aussi, hein, il y a beaucoup de moyens maintenant pour s'instruire. Informatique, même encore avec des bouquins dans les bibliothèques, il faut utiliser les réseaux sociaux, enfin, pas mal de choses, et puis moi c'est le sport. Mais tu fais pas que ça non plus. Hein? Tu fais pas que ça non plus. Non, 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 alors. Non, non, mais c'est, dans ma tête, c'est c'est ce qui me permet de rester jeune dans ma tête, dans mon corps. Et est-ce que, je sais pas, tu as un peu on va dire une manière de voir les gens qui pourraient aider aussi, ou quelque chose que tu te dis, toi, quand ça va pas trop, ou des choses qui t'aident un peu aussi à façon, des moments difficiles. Comme tout le monde, même quand on est jeune, il y a des moments où ça va pas trop. Ouais. Ça va pas mal dans ma vie, donc puis j'ai pas, non, j'ai pas de conseil, j'ai pas de choses particuliers. Il faut essayer d'être positif, comme disait Liliane tout à l'heure. C'est facile quand ça va bien, hein, mais c'est un peu plus difficile dans les moments où ça va pas. Il faut essayer d'être content quand on vit, les enfants. Ça, c'est facile quand ça va bien. Ouais. Non, je n'ai pas de recette maintenant. Ça, c'est un peu toi qui penses que ça va aussi, non? Ouais. Tu peux aider ça. Moi, le plus important, je dirais la santé. C'est d'abord chose au-dessus de la tête pour. Ça prend quand même une grosse partie de. On a envie de conserver quoi, la santé. Donc, C'est pas un choix, ça aussi. c'est pas un choix, oui, mais c'est le choix que moi je ferais pour rester bien. Et, oui, c'est sûr, continuer à profiter de tes activités, de ce que tu aimes faire, tout ça. Donc, prendre soin De tout ce qu'on fait actuellement et essayer de le faire de façon à tenir le camp. Alors, chacun comprend. est-ce que tu as des recommandations? Oui, certainement le fait d'atteindre mettre en place des activités. Dans la vie de tous les jours, ça ne veut pas dire une activité par jour ou 5 activités par jour, mais en tout cas avoir des objectifs, des activités sociales, si possible de temps en temps. Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui en fonction de ce qu'on fait, aussi dans la maison de quartier, quand on est en ville, dans les associations, que ce soit pour divers, enfin tout type d'activités physiques, cognitives ou autres, il existe des choses comme ça. Et après, si on prend aussi les dents, c'est vrai qu'on On n'a pas trop parlé, évoqué, mais
Il y a tous les aidants aussi qui accompagnent des personnes qui sont âgées, qui vieillissent, qui ont des troubles cognitifs ou pas. Ce qui est important pour favoriser l'autonomie, c'est aussi de favoriser la prise de décision de la personne, parce que l'autonomie, c'est ça. C'est être capable de faire des choix. Et c'est pas se déplacer dans l'endroit. L'autonomie, c'est décider pour soi-même. Et le fait de proposer le choix en fait, aux personnes peut permettre de rehausser leur autonomie. C'est aussi bête que proposer entre un café et un thé le matin. Le petit déjeuner, c'est vraiment laisser la personne choisir pour elle-même et du coup la considérer comme un individu qui est capable de décider et donc qui est autonome. Et ça, c'est plus pour le versant accompagnant. Même les individus lambda, il y a souvent des fois un peu ce réflexe agiste d'infantiliser les personnes vieillissantes. Donc, non, c'est des gens, enfin, c'est juste des personnes plus vieilles. Il n'y a pas à les traiter différemment. Non, du tout. Aussi, quoi, un peu d'éducation. Ah oui, Oui, Voilà. avec cette pathologie. oui, Ça, les importe. Mais voilà. Ah, c'est une opportunité, mais à choisir à leur place. peut-être trouver des choses pourquoi ou différemment pour. Les intérêts, de les comprendre. Oui. Est-ce que vous avez un mot de la fin? On espère que notre expérience va faire. Ouais, c'est ce que j'allais proposer. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Oui. Merci pour ces échanges, c'est intéressant. Alors, je ne pas encore directement impacté par le question. Néanmoins, je me suis assez activement, c'est-à-dire que mes parents me lire, parce qu'elle est proche du livre. Quel conseil vous auriez à donner justement à des enfants, à cette génération-là, pour accompagner leurs proches dans justement cette potentielle perte d'autonomie ou cette vieillissement? Qu'est-ce que vous attendez de. Le fait de rester déjà très proche de la famille. Quand on est une famille, chacun s'occupe des uns et des autres. Donc le lien de la famille est très important déjà quand on vieillit. Mais comme dire, des personnes comme moi qui vont encadrer des personnes de façon à leur permettre de rester le plus longtemps possible chez elles en étant en sécurité, en les aidant dans leurs gestes du quotidien le plus longtemps possible. Je pense que c'est extrêmement important parce que après le départ en EHPAD, mais parmi les expériences personnelles, j'ai remarqué que lorsque le départ à l'EHPAD arrivait, beaucoup de personnes il y avait un glissement chez la personne, fait que soit elle s'adapte et tout va bien se passer, soit on ne s'adaptera pas et on va partir pour lui. C'est ce que j'ai déjà remarqué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont continué à suivre, même une fois placée, j'avais des nouvelles, j'allais les voir. J'ai remarqué cette expérience-là, même dans dans des établissements où les personnes vivent très bien. Quand même, c'est une coupure de leur vie et on leur demande de recommencer une autre vie où plus rien n'est pareil. Ils n'ont plus leur famille, même si on vient les voir, on les sort de leur élément où ils ont toujours vécu. Ils ont tous leurs souvenirs, ils ont toute une vie là, et quand on les coupe de ça, c'est important. Patient. Patient, ouais. Patient. Continuer à les considérer comme ils étaient avant, pas les rabaisser parce qu'ils n'arrivent plus à faire telle ou telle chose, et les accompagner, même si c'est très compliqué, surtout dans certaines pathologies. Il y a des familles où il y a de l'Alzheimer, où il y a de la démence, où il y a des maladies qui sont très dures à gérer par les familles.
Donc, il y a des aidants, il y a des organismes qui interviennent aussi, c'est très bien, on fait un maximum. C'est pour ça que par rapport à dans le temps, on n'aidait pas les personnes âgées à partir d'un maximum de confort, je veux dire. Mais parce que les personnes, souvent, elles restaient chez elles, mais elles partaient comme ça chez elles. On les emmenait à l'hôpital le dernier moment. Alors que là, entre la maison et l'EHPAD, selon le degré de capacité à s'adapter, de finir dans de bonnes conditions. Hein. J'avais une dame bon, elle en avait les moyens financièrement, mais chez qui j'allais toutes les semaines dans l'EHPAD où elle était. Bon, elle ne pouvait plus beaucoup marcher, mais on avait un fauteuil roulant. Elle adorait l'extérieur, elle ne sortait plus. Donc, on prenait le fauteuil roulant, je le mettais dans la voiture, je l'accompagnais, je la montais dans la voiture. On sortait en ville, on allait se balader, on s'installait à une terrasse, elle adorait ça, on buvait un café, un petit peu comme ça, je la promenais dans la ville. Et elle était heureuse avec ça, elle était boostée pour sa semaine à l'époque. Tellement heureuse de sortir, mais de pouvoir être en contact avec l'extérieur, avec les gens qui vivent dehors, avec des jeunes, avec des moins jeunes. Elle adorait ça. Et je parle de ça, mais des tonnes de souvenirs avec des personnes, parce qu'on donne beaucoup dans ce métier. Et il faut se dire qu'on reçoit beaucoup aussi. Il y a des gens qui sont formidables, même à 90 ans. Donc, c'est pour ça qu'on s'attache aussi à ce métier et puis qui nous donne la force et l'envie de le faire. Non, non, c'est pas ça, C'est pas forcément des questions, c'est plutôt des réflexions par rapport aux différents sujets qui ont été abordés. Hein. On a parlé de l'agisme et de la représentativité. Aujourd'hui, le vieillissement, je veux dire, rien que dans les vocables, hein, vous êtes retraité, vous êtes vieillissant. On a posé des approches négatives, alors que dans d'autres civilisations, l'avancement en âge, c'est signe d'expérience, c'est signe de sagesse, c'est signe de conseil, d'accompagnement. Donc, je pense qu'il y a un vrai virage sociétal à prendre aussi dans cette approche de transition démographique. Alors, je reconnais que la volumétrie du nombre de personnes avançant en âge facilite le changement de regard dans la société. Encore faut-il acculturer, accompagner l'ensemble des générations dans les transitions intergénérationnelles, multigénérationnelles. Comme vous le dites à l'instant, la personne âgée, elle a aussi beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à transmettre, ne serait-ce que par des approches de liens qu'on pourrait donner. Alors, on est aussi une société qui se recompose, qui sont en famille monoparentale et autres, et il y a des figures de grand-paternalité ou d'arrière-grand-paternalité qui peuvent se poser aussi avec l'avancée en âge et qui peuvent relativiser les phases de la vie auprès de descendants, hein, de cœur ou de sang, ça n'a pas trop d'importance. Et justement, je trouve que cette approche-là est un levier à actionner sur la santé mentale. Tant pour les jeunes, alors ça peut être un adolescent, un jeune actif, une jeune maman active, mais aussi la personne avançant en âge, puisque le fait de transmettre, elle va générer aussi une utilité sociale qui va, en plus de l'ensemble des actions comportementales qui sont le lien social, l'activité physique et cognitive, il y a cette espèce de sentiment qui est aujourd'hui d'utiliser, à mon avis, dans cette société. Enfin, faire société, c'est faire ensemble et arrêter de dire il y a les jeunes, il y a les moins jeunes, il y a les vieux, il y a les très vieux, il y a les actifs, les non-actifs, les demandeurs d'emploi, etc. Et à la force de catégoriser l'ensemble de la société, on en oublie ce qui fait sens et ce qui fait communauté. Et je pense que dans vieillissement et autonomie, cette notion de multigénérationnalité, c'est-à-dire faire ensemble, quelles que soient les générations, se transmettre dans tous les sens. C'est pas que du descendant, c'est aussi de l'ascendant, parce que un jeune peut aussi
redonner des solutions, redonner de l'espoir, redonner des choses comme ça. Donc voilà, je voulais juste par rapport à cette notion d'agisme, cette notion de levier qu'on n'a pas forcément abordé, qui était à mon sens l'utilité sociale. Il y a un autre axe qui aurait été peut-être intéressant, on l'a abordé tout au début avec cette agilité, adaptation. Alors c'est bien parce que vous en avez vu le positif. Moi j'aurais bien aimé qu'on aborde l'autre côté du miroir,